Mes chers collègues, je commencerai par évoquer la confusion sur la forme tant que sur le contenu de cette proposition de résolution pour la mise en œuvre de ce traité. Finalement, la seule cohérence de ce document, que je soulignerai, consiste en ce qu'il bafoue la souveraineté du peuple et de sa signature jusqu'à ses traductions les plus concrètes. Je m'attacherai ici à dénoncer certains aspects. Rappelons d'abord que le président de la République a déjà signé ce traité le 22 janvier entre le président de la République et la chancelière Angela Merkel, alors qu'il n'y a eu aucun débat parlementaire à ce sujet. Comment amender un traité, sachant qu'il a déjà été amendé par les partis? Donc, tenons-nous-le pour dit, nous faisons ici finalement de la figuration, car on le sait, les apparences sont importantes, mais souvent trompeuses. En janvier, le président de la République, vous le savez, s'était engagé dans l'organisation d'un grand débat national, démocratique, disait-il, exceptionnel sur tous les sujets du jamais vu. On allait consulter, on allait écouter. Ses promoteurs soufflaient sans cesse, oui, les louanges de la consultation, censée permettre à toutes et tous de débattre des questions essentielles. Je ne rappellerai pas tout cela, que j'appellerai une mascarade démocratique, car le comble, c'est qu'au même moment où il disait qu'il voulait débattre, oui, collègues, au même moment où le président de la République que vous soutenez voulait débattre, il signait un traité avec notre voisin allemand, sans qu'aucun citoyen ne soit consulté. Aucun. Ni aucun parlementaire d'ailleurs. C'est là un drôle de procédé. S'il vous plaît, chers collègues. Vous avez la parole. Manifestement, la vérité irrite certains collègues. C'est dommage. Notre doctrine à nous est celle de la souveraineté populaire, car il n'y a pas de souveraineté que celle qui s'exprime par le peuple, ses institutions et ses représentants. Oui, inacceptable dans la méthode, ce traité porte en lui des dispositions toxiques et dangereuses. Il entérine l'idée d'un duo de tête, d'un couple exclusif qui décide de tout et pour tout le monde, celui donc de la France et de l'Allemagne. Nous partageons bien évidemment l'amitié franco-allemande et le principe de fraternité entre les peuples qui est au cœur de notre tradition politique. Nous l'avons toujours dit, je tiens à le rappeler à nouveau pour éviter les caricatures faciles et les fantasmes décalés. Dans les faits, ce qui nous est insupportable est que ce condominium franco-allemand va à l'encontre de l'idée même de construction européenne. Ce traité prévoit que la France et l'Allemagne doivent élaborer des positions communes et des prises de parole coordonnées dans les institutions européennes. C'est envoyer un message terrible à nos partenaires européens, notamment aux pays du Sud, qui ont toute notre sympathie. La décision est duale et son application collective est obligatoire. Dans une telle optique, comment convaincre? Comment les 26 autres membres et leurs peuples peuvent-ils accepter cela en toute décence? Pourquoi ne pas avoir signé de traité suite au sommet organisé à Rome le 10 février 2018 entre la France, l'Italie, le Portugal et la Grèce? Ce suivisme aveugle de la locomotive allemande n'a pas de sens, ou alors un seul, se ranger et se taire pour mieux se plier aux décisions contraires aux intérêts des peuples. C'est déjà chose faite lorsque notre pays fut mis en minorité sur l'utilisation du glyphosate pour 5 années supplémentaires, comme sur le refus catégoriel de Mme Merkel du projet alambiqué, disons-le, du président Macron d'établir un budget de la zone euro. Je veux profiter de cette circonstance pour rappeler le danger qui plane sur l'Allemagne et par là même sur l'Europe entière. En septembre, l'extrême droite est arrivée en 2e position aux élections régionales derrière le parti de Mme Merkel. Il ne faut pas se voiler la face sur les raisons d'un tel résultat. Ce parti est en 2e position car l'Allemagne mène actuellement une politique de régression sociale, revenant sur les droits sociaux conquis de haute lutte pendant des générations. Nous nous refusons clairement à suivre un modèle économique fondé sur les mini-jobs, ces emplois à temps partiel précaires plafonnés à 450 €, sans cotisation sociale ni retraite. Ce même modèle qui, au cœur de la politique économique de l'Union européenne, est responsable de 87 millions de pauvres, sans parler de millions de chômeurs. Ce traité fixerait donc une situation durable de rapport de force défavorable à la France. L'un des outils de cette convergence passerait par la création d'un conseil économique franco-allemand tourné vers la compétitivité. Il formulera des recommandations à notre pays, nos propres conseils étant bien évidemment incapables de s'y atteler. La caution sociale et environnementale affichée par ce traité est quand même assez hypocrite. Elle tente de concilier deux choses inconciliables. Dans le même temps, le traité prône la protection du climat et de la biodiversité pour ensuite réaffirmer son engagement, je cite, en faveur d'un marché mondial ouvert. Nous tenons ici à réaffirmer notre doctrine, celui d'un protectionnisme solidaire, seul à même de mettre un terme aux effets nocifs du libre-échange dont nous constatons les dérives
en permanence. Des pesticides du CETA jusqu'aux accords de pêche qui déstabilisent des régions entières, la preuve de la défaillance de ce modèle économique n'est plus à faire. Cette convergence entre les économies et les modèles sociaux de la France et l'Allemagne se fait par le bas, et nous n'en voulons pas. Ce modèle crée une concurrence entre les nations, en plus qu'elle monte au sein de chacune d'elles les uns contre les autres. L'environnement idéologique en Europe et la montée des nationalismes en Autriche, en Hongrie, en Pologne, doit à cet égard concentrer notre vigilance. Ce traité propose de nouveau un rattachement plus fort à l'OTAN et à l'Europe de la défense. Faut-il rappeler qu'au moment de la signature du traité de l'Élysée en 1963, avec l'Allemagne, le général de Gaulle avait bataillé à l'Alliance Atlantique, pour protéger notre souveraineté en excluant précisément toute référence à une alliance atlantique. Le vote de la loi de programmation militaire qui soumet notre pays à l'objectif des États-Unis de 2% du PIB consacré à l'OTAN en 2022 ne suffit-elle pas? Nous nous rangeons pour notre part du côté de l'indépendantisme français, vous le savez. Il nous est inacceptable qu'au prétexte d'une coopération plus étroite entre nos industries de défense, des technologies françaises soient transférées en Allemagne. Ce pays, censé déjà être notre partenaire en la matière, privilégie par exemple du matériel israélien plutôt que l'hélicoptère Tigre européen. Même constat dans le secteur spatial. Le gouvernement allemand n'accorde aucune priorité aux tirs spatiaux de la fusée commune. N'est-ce pas là la preuve du fantasme total d'une coopération censée être réciproque? Sans oublier que la course aux armements à laquelle conduit l'Europe de la défense accentue les tensions avec nos partenaires russes, plus qu'elle ne les apaise. En mars dernier, un autre sujet a agité nos discussions, la question du siège permanent du Conseil de sécurité. Nous nous félicitons que cette question ait été clarifiée. Il est néanmoins prévu que nous serions pour que l'Allemagne devienne membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi ce pays et pas un autre? Cette décision unilatérale n'est pas pourtant dénuée d'intérêt. Ses conséquences sur nos positions politiques, diplomatiques et de défense sont réelles. Lorsqu'on sait qu'aucun pays d'Amérique du Sud n'est représenté au sein du Conseil, ne serait-il pas plus cohérent d'y faire entrer un pays sud-américain ou encore l'Inde, dont la population représente 1/7 de la population mondiale? Ce sont là des questions tranchées sans nous ni personne d'autre et qui gagneraient pourtant à être débattues. J'en viens maintenant au chapitre 4 du traité. La création de droits particuliers pour des régions transfrontalières marque cette fois une terrible atteinte aux principes d'unité, d'égalité et d'indivisibilité de la loi pierre angulaire, vous le savez, de notre République. Par l'article 14 du présent traité, les collectivités territoriales frontalières pourraient devenir des zones franches avec, je cite, des compétences appropriées, dotées, je cite, de ressources dédiées. Nous avons nos propres collectivités à statut particulier et si nous en voulons d'autres, nous le déciderons nous-mêmes. Le système allemand a les siens, les Länder. Nous n'avons pas la même organisation territoriale et donc remettre en cause la construction historique à l'origine de notre système est une grave erreur. Finalement, ce traité est un recul qui affaiblira durablement notre pays en entamant sa souveraineté, en plus qu'il foulera aux pieds les exigences sociales et environnementales plus que jamais nécessaires à notre époque. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous exprimons notre désaccord complet avec ce traité et vous invitons à y réfléchir, car vous aurez sans doute à y répondre de ses conséquences. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Corbière. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Peu pour la gauche démocrate et républicaine et pour une durée maximale de 10 minutes.